Eh bien, bonjour à chacun de vous. Je veux d'abord remercier Dieu, remercier Pasteur Michel, remercier l'équipe de direction et remercier l'Église d'ouvrir votre cœur à moi et à mon épouse de venir ici, surtout que c'est la première fois. Normalement, la première fois, on s'assoit et on écoute. Mais là, c'est moi qui parle, c'est vous qui allez être obligés de m'écouter. Donc, merci beaucoup pour cette ouverture de votre cœur. Eh bien, mon nom est Normand Leroux, directeur général du Camp Patmos, chrétien depuis, je pense que je te bats, Michel, 41 ans. C'est ça? Marié à Hélène Leroux, cette belle dame, depuis 41 ans. Donc, on s'est mariés, on n'était pas mariés lorsqu'on est venu à l'Évangile. 3 enfants, 3 filles. 6 petits-enfants, et il y en a un qui n'a pas encore vu l'hiver, parce que ce matin, officiellement, on a la permission d'annoncer qu'il y en a un 7e qui s'en vient. Il est encore dans le ventre de sa mère, donc il n'a pas vu l'hiver. Moi, je suis un petit gars de région de Granby, électricien de formation, maître électricien, entrepreneur électricien, et durant le temps que je travaillais, je collaborais à 2 missions, Mission Patmos et Mission Haïti. J'arrive à la retraite début 2015 et les 2 missions, on a besoin de toi, Normand. Est-ce que tu veux venir nous donner un coup de main? Donc, c'est ce qui est arrivé. Dans un premier temps, je veux vous parler quelques minutes de Patmos et ensuite, je passerai une bonne partie de la présentation à vous parler d'Haïti. Patmos, mission de Dieu. Patmos, Dieu a désiré Patmos. Il a voulu l'intégrer dans les œuvres préparées à l'avance pour son Église. Depuis quand? Moi, je ne sais pas. En temps, je ne peux pas mesurer le temps passé par Dieu. Depuis le temps où il a pensé, où il a réfléchi à Patmos, mais il l'a voulu. Il a fait passer des hommes comme notre honorable frère Marcoux, comme les Côtes-Noires, et tous ceux qui ont suivi. Et un petit gars comme moi, aujourd'hui, je suis là. J'ai le relais pour diriger, entretenir cette mission. C'est un endroit qui est, et je suis confortable à le dire, c'est un endroit dédié à ses enfants, dédié aux siens. C'est comme si Dieu comprend très bien le travail que vous accomplissez à chaque jour dans votre environnement, dans votre milieu de vie, milieu familial, milieu de travail. Et il dit, j'ai une place où vous pouvez être un peu mis à l'écart, aller à l'écart ensemble. C'est pourquoi je dis que c'est un endroit qui est dédié spécifiquement aux chrétiens. Je ne dis pas que les gens qui ne sont pas croyants ne peuvent pas y aller, ce n'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est dédié à ceux qui sont chrétiens. La jeunesse, là, il y en a des jeunes, hein, c'est capoté, le Patmos, des fois. Ça saute, ça crie, ça joue, ça fait des tours, ça fait des folies. Ben oui, Patmos, la jeunesse, révélation à vous, la jeunesse. La famille, papa, maman, les jeunes qui vont à Patmos, on dirait qu'à un moment donné, la famille se retrouve dans quelque chose de tellement différent qui est permissif là, de prendre du temps avec ses enfants, prendre du temps avec la famille. Je dirais que, et là c'est comme, là, je vais donner juste une petite comparaison, mais je veux juste faire une comparaison dans le sens où, à un moment donné, Moïse, il se fait dire par Dieu, « Oh Moïse, fais attention, t'approches pas d'ici. Même enlève tes sandales, car l'endroit où tu tiens est une terre sainte. » Vous savez, Moïse s'est fait dire ça. Bon, je ne dis pas qu'il faut que j'enlève mes sandales quand j'arrive à Patmos. Je ne dis pas que c'est une terre sainte, qu'il y a seulement Patmos qui resplendit de la sainteté de Dieu. Non. Mais moi, c'est mon approche. Je me fais une mise en garde de cet endroit-là, désiré par Dieu, maintenu par l'Église, dédié aux croyants, pour ressourcement, révélation à la jeunesse, la famille. Et j'ai un petit peu cette mise en garde-là. C'est comme si Dieu me fait cette mise en garde-là. Oh, fais attention, mon Normand, là.
Fais attention comment tu te comportes. Puis ici, là, ce n'est pas un centre d'achat, là. Ce n'est pas une place où est-ce qu'on vient faire du plein air. Non, 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 non. Ici, c'est quelque chose qui est particulier pour moi. Donc, j'ai un peu cette approche-là avec Patmos. Comme directeur, eh bien, je m'occupe de quoi? Ben, finalement, le directeur a tout sur ses épaules. Première des choses, ma maison. Ma maison, pour l'instant, c'est moi et mon épouse, parce que mes enfants sont partis. Ils sont tous mariés, croyants, ils ont leur organisation. Moi et mon épouse, on est à toutes les heures en constante échange, parce que ça bouge, là, c'est vraiment vivant, Patmos. Les travailleurs, je veux aussi être proche des travailleurs, des ouvriers, dont Doris, Michel, Peggy, qui travaillent aussi pour Patmos, Frank et Wally. Je veux être là, je veux qu'on fasse une unité, qu'on soit à jour le plus possible dans la paix qu'on doit avoir ensemble. Parce que dans le fond, comprenez que quand l'équipe qui est en place doit être là, le conseil d'administration, les bénévoles. Et comme je disais hier à mon frère, Michel, j'ai presque plus de temps pour les campeurs, parce que je suis trop occupé avec ce petit groupe-là que j'ai presque plus de temps avec les campeurs. Après ça, quelqu'un m'a dit, de toute façon, chacun des campeurs qui vont là, en partie, ont leur pasteur, ont leur structure pastorale, ont leur église. Et là, ça m'a fait du bien. J'ai dit, ah oui, OK, bon, c'est bon, OK. Donc, directeur, maintenance de la place, développement du camp, les infrastructures. Avez-vous déjà compté le nombre de bâtiments, de lavabos, de champleux, de toilettes, de jeux terrestres, jeux terrestres, jeux aquatiques? C'est fou, la quantité, quand on les met tous bout à bout. Comment est-ce qu'il y a de choses à s'occuper, là? La vision, OK, le directeur pèse sur ses épaules aussi la vision. La vision, l'année 2018, dans 5 ans, dans 10 ans. On me demande, le CA me demande, Normand réfléchit à la vision, parle de ça. Et surtout, ce que je n'oublie pas, pour terminer ma petite partie avec Patmos, je n'oublie pas que c'est un privilège que j'ai d'être là, et c'est un privilège et c'est une grâce que Dieu donne à l'Église d'avoir Patmos, un endroit où il peut se ressourcer. Je ne l'oublie pas, et dans ma marche à tous les jours, dans tout ce que j'ai à faire, dans tous les gens que j'ai à rencontrer, je veux, dans la foi, trouver le sens de chaque chose qui arrive. Et les choses qui arrivent peuvent être parfois très drôles, très édifiantes, mais parfois, il y a des choses qui arrivent que, ça me frappe, ça me blesse. Et c'est normal. De toute façon, on est tous là, tout le monde, chacun dans son environnement de vie, à l'église, chez eux, dans sa famille, etc., c'est tout ça. Donc, à Patmos, ce n'est pas une exception, parce que, oui, il arrive des choses que ça blesse, puis c'est normal. Mais je veux regarder en Christ, je cherche le sens de « Wow, quelqu'un vient de me dire une chose. Christ, je veux comprendre quel sens en toi que ça a, cette chose-là que je viens d'entendre, qui peut me blesser, qui peut me décourager, mais je continue. » Et là, OK, là, quand le sens devient plus clair, je me dis, Seigneur, je comprends. Je comprends pourquoi que telle personne m'a dit telle chose. Donc, c'est le travail du directeur à chaque jour. Fait que je vous ai fait un très, très bref résumé. Et il y en a qui peuvent dire, pour terminer, « Wow, ça fait du bien, là, vous êtes moins occupé. » Et il y a des affaires que je veux faire que j'y arrive pas. J'y arrive pas. Il y a des choses que j'y arrive pas, puis moi et mon épouse, on se regarde, puis on se dit, c'est comme ça. Parce qu'on n'a pas fait un tour complet encore. On n'a pas fait une année complète, donc on ne sait pas si vraiment il y a un temps tranquille. Bon, on ne sait pas. Maintenant, pour Patmos, c'est ça. Haïti. Nous allons en Haïti depuis 16 ans. Et, comme j'ai dit, on collaborait à 2 missions, une à Patmos et une en Haïti. Été 2016, on peut garder ça là. Merci beaucoup. Merci. Été 2016,
je suis à Patmos pour 6 mois et on prépare un super de voyage. Ouf! On va se la couler douce un petit peu. Ça va être relax. Moi, je vais faire une préparation, une formation en électricité. Je vais prendre une gang d'Haïtiens. Puis pendant 6 mois, on fait de l'électricité ensemble parce que je connais un peu je connais la plage de ce qu'ils ont besoin de connaître parce que j'ai déjà exploré quelques années avant de la formation en électricité en Haïti. Donc, on prépare de la nourriture, de l'hygiène, les savons, etc., parce qu'on doit envoyer plusieurs boîtes par conteneur, par bateau. Formation en électricité, prépare toutes mes notes. On est en été 2016 et tout à coup, un événement soudain, je n'avais pas prévu, peut-être que les météorologues, là, une semaine avant, l'avaient vu venir. Un événement catastrophique arrive, un cyclone avec des vents qui ont été enregistrés qui pouvaient se frotter à 300 km/h passe là où on va. Et voilà. Là, j'ai reculé un peu, j'ai fait comme « Oh, OK, moi je m'en vais là dans 1 mois parce que je pars début novembre. » Et là, il y a des gens de Patmos qui me disent « Normand, c'est probablement pas une trop bonne chose d'aller là. » Ouais, je pense à ça, là. Je réfléchis à ça. Et puis, là, il y a des questions, puis il y a des gens de bonne foi avec Patmos qui prennent de la place pour nous. Et là, les gens ne veulent pas me laisser aller parce qu'ils ont peut-être des craintes que je ne revienne pas, vivant. Mais je comprends les gens, je comprends leurs questions. Alors, je me suis posé une question, j'ai dit, bon, OK, Jésus, est-ce que tu es là, en Haïti, à l'endroit précis où moi, je m'en vais? Je vous dirais que ça a pris une couple de jours avant que j'accepte la réponse. Ça n'a pas répondu automatiquement. Ça a fait comme, je pense que Jésus est là où je m'en vais. Et un merveilleux texte dans l'Évangile de Jean. Jésus dit lui-même ceci. Il dit, si quelqu'un me sert, il est en service pour moi, qu'il me suive. Donc, le suivre, ça peut être un déplacement, changement d'endroit, mais le suivre, c'est aussi dans un sens psychologique, dans le sens où Dieu veut travailler à notre sainteté, veut nous faire passer par des expériences, ou etc. Quelqu'un me sert, qu'il me suive. Mais ça peut être aussi l'endroit. Je suis à un tel endroit, tu me sers. Voilà. Et le texte continue, et là, le texte dit, « Et là où je suis, mettons qu'il est bien connecté, Jésus, là aussi sera mon serviteur. » Ben oui. L'Église l'aime tellement, l'Église vient de lui, il est le premier-né d'entre les morts, il est ressuscité. Donc, j'ai dit, là où il est, je veux être là, Seigneur. Et je me dis aussi, moi, je vais là, à cet endroit-là, depuis une quinzaine d'années, où est-ce que c'est beau, c'est bien, tout est calme, c'est luxuriant. Puis, j'irai pas quand c'est dévasté, quand ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'un coup de main, d'un encouragement, d'un soutien. Non. Non, non, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu ne diras pas non. Et là, j'ai dit, j'y vais, au prix de ma vie. Et à chaque fois qu'on y va, nous préparons nos affaires, on avise les enfants, voici le coffre-fort, tout est là, les testaments et tout. On fait ça. On est fous. Hein? On pense qu'on ne reviendra pas, on ne le sait jamais, on n'est jamais trop sûr. Mais dans le fond, on revient tout le temps. Puis de toute manière, il y avait quelque chose qui me rassurait. On avait été engagé par Patmos. J'ai dit, regarde, Seigneur, tu vas permettre qu'on revienne. Donc, mettons qu'à ce sens-là, j'étais un peu moins inquiet. Mais de toute façon, voyez-vous un peu là, la catastrophe, l'événement qui fait que moi, je suis entre deux.
Donc, de la façon dont on va fonctionner dans les minutes qui vont suivre, c'est que il va y avoir une série de photos, environ proche d'une centaine. On va défiler assez rapidement. Mais les photos ont été organisées dans comment la vie s'est organisée. Donc, ça peut être un peu, si on veut, dépareillé. Mais c'est correct, on veut ça. Parce qu'à un moment donné, tout à coup, vous allez voir un médecin apparaître. Tout d'un coup, vous allez voir un dentiste apparaître. Mais qu'est-ce qu'il fait là, dans ce désastre-là? Ben oui, mais lui, pendant ce temps-là, il fait ce qu'il a à faire, là. Moi, je fais ce que j'ai à faire, mais lui ici. OK? Donc, je vais vous faire comprendre ceci. Donc, on est arrivé à la mission, on visite le village. On va voir ça. Des milliers d'arbres couchés par terre, déracinés. Des arbres, qu'est-ce qu'on fait? On bûche. Donc, des bûcherons. Je me convertis en bûcheron. On bûche, on est obligé de bûcher des arbres. Ensuite, les maisons, un besoin primaire, c'est l'abri. Hein? On mange, besoin primaire, manger, abriter, vêtements. Et un de ceux où la mission a travaillé beaucoup pendant les 6 mois, c'est de travailler le besoin de l'abri. Donc, on a fait tout près de 100 quelques maisons en blocs de ciment. Donc, ça prend des gens pour faire des blocs de ciment. Et les blocs de ciment ne sont pas faits dans une shop, là. Ils sont faits un à un. Il y en a, faites attention, 40 000 qui ont été faits un à un. Puis, il n'y en a pas 40 000 qui m'est passé dans les mains, mais presque. J'ai perdu du poids, j'ai fait de la musculature un petit peu. Organiser les rencontres d'information avec le village. On doit organiser, on doit informer le village. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Organiser les maçons, des ententes de travail avec les maçons. Visiter les lieux dévastés. Chaque lieu dévasté a été visité. Un à un, voir les propriétaires, prendre des ententes avec eux, prendre des mesures, leur dire voici ce qu'on fait, voici ce qu'on ne fait pas, en parlant de la mission. Organiser les ferrailleurs, parce qu'il y a du fer. Dans les maisons, il y a un peu de fer. Il y a du ciment. Donc, ciment, fer, béton armé, là, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec ça. Commander le matériel, du ciment, du sable, du fer, du bois, de la tôle, parce qu'il y a les chapottes en créole, des couvertures sont faites en tôle, on doit organiser ça. On doit organiser les transporteurs. On transporte des blocs, on transporte du bois, donc ça arrive à la mission, mais après ça, c'est envoyé, c'est livré à chacune des maisons. Chaque semaine, 4 maisons étaient construites. C'est du travail. Il y a eu une centaine de maisons. Un projet comme ça, ici, à Chicoutimi, là, ça serait un gros projet. Ça serait un projet d'envergure de faire 100 maisons. Puis des maisons d'environ 25 par 25, 4, 500, 600 blocs de ciment chaque. Tout un projet. En tout cas, le village n'en venait pas. Le village était sans dessus, sans dessous de voir tout ça. Rencontre avec les leaders du village, rencontre avec les maçons, édification spirituelle, prière, encouragement, distribution de nourriture. On va tout voir ça en photo. C'est pour ça que je vous le dis, parce que quand les photos vont défiler, vous allez tous vous rappeler ce que je vous ai dit. Distribution de salaire, distribution de nourriture, distribution de riz. Parce que Samaritan Purse, la bourse du Samaritain, était postée à environ 2 kilomètres de la mission. Connaissez-vous la petite boîte de Noël? Là? Bon, bien, eux, il y avait un poste de commandement là, pour justement l'œuvre, puis eux autres, c'était la distribution de nourriture. Il n'y avait pas nécessairement une implication au village. Ils ont bûché, mais eux, c'était de distribuer de la nourriture au-delà du village, même à plusieurs. Fait qu'ils ont fait un travail colossal, le Samaritan Purse. Là, je peux vous dire que je les ai vus en action dans ce moment de catastrophe. Donc, moi, je serais prêt à partir les photos. OK, je défile avec ça. C'est bon. Premièrement, mon épouse, qui est là, qui a fait un travail de fou. Un travail qui était... C'était des fois là, renversant. Tu te dis, mais comment est-ce qu'on va faire pour finir la semaine? Il y avait une quarantaine de personnes d'engagées, donc elles devaient faire des salaires. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des entreprises ici, mais quand vous avez 5-6 personnes, vous trouvez que ça commence à être une popée petite business, mais là, il y en avait 40. À toutes les semaines, faire des salaires, les achats, payer tous les fournisseurs, ceux qui nous vendent du bois, ceux qui nous vendent de la tôle, les payer. Et le Haïtien, Jocely, qui est là, lui, il est le gardien haïtien qui est en place, engagé par la mission pour être à l'année sur la mission. Il est le gardien.
Donc, c'est lui qu'on envoie faire plein de commissions. Évidemment, c'est très important qu'il soit proche de la direction. Et mon épouse a fait un travail colossal. Et sans elle, je ne serais pas ici. Je n'aurais pas pu rien faire. Sans moi, elle aussi, mais on était vraiment dans une combinaison, je dirais, parfaite pour faire ce travail-là. Peut-être là-haut. C'est les flèches, flèche gauche, flèche droite. Tu vas le faire? OK, parce que ça ne fonctionne pas. OK, ça, c'est le site de la mission. Le but de cette photo-là, remarquez bien les arbres que vous voyez en arrière. Moi, c'est surtout ça que je veux que vous voyez, là. Remarquez comment c'est luxurieux. Parce que ça, cette photo-là a été prise avant la catastrophe. Elle a été prise en 2015? 2016. OK, ça, c'est une photo qui a été prise en 2016. Ça, c'est le site dans sa globalité. Vous avez à gauche le site, le complexe médical et dentaire. Et à droite, là, ça, c'est l'endroit où dorment les missionnaires. Donc, rappelez-vous bien de ce que vous voyez comme végétation. OK, next. Moi, je peux pas, ça ne fonctionne pas. OK. Non. OK. Donc, prochaine. OK. Flèche gauche ou flèche droite? OK, en bas. Ah, OK, merci beaucoup, technicien. Donc là, vous voyez maintenant qu'est-ce que ça a l'air. On voit des mognons un peu partout, quelques palmiers, quelques cocoyers, c'est-à-dire pas palmiers, mais quelques cocoyers ont résisté à la tempête, mais la majorité, il n'y en a plus. Donc, s'il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus non plus de cocoyers au bout, là. Puis des cocoyers, c'est de la nourriture. C'est sûr. Et comme je parlais tantôt, les arbres sans dessus, sans dessous, ces arbres-là ont été coupés en collaboration avec l'organisme La Bourse du Samaritain, Samaritan Purse. On a travaillé avec eux pour faire couper les arbres, parce qu'il y avait des arbres de tombés qui étaient là partout. Ici, on voit un restant de plancher, parce qu'évidemment, lorsque le vent est passé, les maisons ont été pulvérisés, mais les planchers, ils ne levaient pas de terre, c'est sûr, mais on a une bonne idée de ce qu'on voit et remarquez toujours la végétation qui est en arrière. Si les arbres sont dénudés de tout, il n'y a donc plus de fruits. Mango, cocoyer, arbres véritables, amandiers, etc., etc. Donc là, la nourriture fait défaut. Ça, c'est l'arbre... le poste principal du village, c'est un arbre qui a presque 1 mètre et entre 1 et 2 mètres de diamètre, et il est tombé par terre. Donc cet arbre-là, qui était là où se réunissaient les penseurs du village, ceux qui pouvaient avoir une idée, les surveillants du village étaient là, et cet arbre-là a été complètement détruit. Ici, on voit une maison qui il reste la toiture. C'est un peu étrange de voir ça comme ça, parce que la majorité du temps, les toitures partaient au vent. Et là, celle-là, c'est ce qui est arrivé, c'est que la maison a été pulvérisée, la toiture s'est retrouvée par terre. Encore une fois, le désastre de l'environnement des arbres. J'ai appris le sens du mot famine. Parce que moi, quand on parlait de famine, c'était « plus rien à manger ». Mais ce n'est pas ça, la famine. La famine, c'est moins de manger. Tu en as un peu, et là, tu te retrouves avec la moitié du peu que tu avais déjà à chaque jour. Depuis 1 an, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, là, il y a une équipe qui part dans une semaine. Ils vont voir les premiers nouveaux fruits qui viennent de sortir.
depuis 1 an, ce sont les bananes. Les bananiers, eux autres, ont commencé à donner leurs fruits. Et normalement, dans la période où on est là, ils devraient commencer à faire la récolte des bananes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que depuis la catastrophe, là, c'est famine. Famine, c'est pas ils n'ont rien, c'est qu'ils en ont beaucoup moins qu'il y avait déjà. Puis il y en avait déjà quand même pas beaucoup. Parce que la majorité des arbres là-bas, ce sont des arbres qui servent à quelque chose pour les nourrir. C'est rare les arbres qui sont juste là comme ça. Là. Comme nous, on a beaucoup d'arbres qui ne donnent pas nécessairement des fruits, mais eux autres, la majorité du temps, c'est des fruits. Un abri de fortune, eh bien ça, des abris de fortune, il y en a eu beaucoup, et il y en a encore, et il y en aura encore des milliers comme ça dans la zone qui a été affectée. Parce que les gens n'ont pas rien pour construire des maisons. Et là, vous allez voir tantôt, un bon nombre ont été graciés d'une maison. Vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé. Encore une fois, des arbres. Je veux vraiment je mets un clou sur ça pour commencer, pour vous montrer jusqu'à quel point le désastre a été assez catastrophique. Si la même tempête passait à Patmos, probablement qu'il n'y a plus un bâtiment à Patmos qui aurait tenu, il n'y a plus un arbre, tous les arbres auraient tous tombé. Si ça passait à Patmos, tout serait écrasé. Je ne parle pas d'ici, parce qu'ici, il peut y avoir des bons bâtiments plus solides en ciment, c'est une autre chose, ça peut être plus résistant à ces vents-là, mais Patmos, là, c'est pas parce que c'est pas bien fait, là, Patmos est bien fait, là, mais vu que c'est des structures en bois, c'est souvent pas ancré profondément dans le sol, c'est des bâtiments qui appuient sur le sol, ils seraient... Et là, nous voyons le début de ceux qui doivent faire des blocs de ciment, parce que chaque maison est faite en blocs de ciment, ce n'est pas fait en bois, et là, ça prend des gens pour faire les blocs de ciment. Les blocs de ciment, il y en a une pile au fond, là, vous voyez que lorsqu'ils sont coulés, là, ils les étendent tous par terre pour qu'ils sèchent au moins 24 heures, et là, un coup que les blocs sont secs, là, on les pile, on les empile. Et là, vous voyez quelqu'un qui est après qui fait un bloc. Donc, il y a une pelle, il a mélangé son petit tas de ciment avec de l'eau et avec du sable. Et là, il met ça dans un moule, il tape le moule, et un coup que le moule est bien tapé, là, il prend le moule, il approche ça de la rangée de blocs, il démoule, c'est fait comme ça, 1 à 1. Il y en a eu 40 000. C'est vraiment quelque chose d'assez... C'est intéressant pour nous de voir ça. Livraison de sable, là, ça c'est le camion qui venait livrer le sable. Et à un moment donné, le sable a presque doublé de prix. On n'était plus capable d'avoir de sable. On s'est dit, moi je me disais à moi-même, on va acheter le sable pour l'argent qui nous reste, parce qu'on avait quand même un budget. Moi et Hélène, la direction nous avait confié un budget. On va acheter ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis on doit le payer le prix que ça vaut, on n'y peut rien, mais le prix a augmenté beaucoup, évidemment, ça c'est sûr, c'est des faits. Réunion du village, comme j'ai parlé tantôt, on doit réunir le village pour informer tout le monde qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que la mission veut faire, comment elle va s'y prendre aussi. Encore une fois, là, le village, là, nous prions. Là, c'est probablement une fin de réunion ou peut-être un début, mais la prière est très présente à tous les jours dans tout ce que les rassemblements, et vous allez voir un peu plus loin que c'est quelque chose qui est là. L'entente avec les maçons. Il y a 25 maçons qui sont engagés pour... presque 5 mois. On était là 6 mois, mais le premier mois, ça a été la préparation. Donc, les gars s'engagent par écrit. Et je vous dirais que dans l'ensemble, ça a été un succès étonnant. Moi, j'ai été béni par Dieu, l'équipe des 40 gars, transporteurs, mouleurs, les ferrailleurs. Les gars travaillaient non-stop à tous les jours. J'ai un excellent témoignage à donner, à parler du peuple haïtien, mais dans une structure organisée. Donc, c'est certain qu'on n'est pas arrivé et on leur a dit « on vous donne un montant d'argent pour faire 100 maisons ». Non, on s'en charge, on engage, on est tout le temps là. Ça a été une réussite là,
exemplaire. Moi, je n'ai que des bons mots à dire de ce peuple-là, à ce niveau-là. Ça, c'est les maçons, prière, une réunion du matin avant de partir travailler. Comme je vous ai dit, la prière était très présente. Bon, on revient à nos maisons toutes détruites. Bon, des maisons, évidemment, ce n'est pas 100% des maisons qui étaient pulvérisées, mais assez souvent, il en restait des bouts de murs, donc cet exemple-là. Là, les gens doivent ramasser tout ce qui traîne, puis là, nous, à un moment donné, moi, je vais passer, je prends des mesures et on prend... donc, il y a un processus dans le temps. On leur dit, bon, ben, dans telle semaine, on va venir faire votre maison, préparez-vous, etc., etc. Donc, les gens nettoient, débarrassent tout ce qui est indésirable. Mon épouse, avec un Haïtien, Hélène, était évidemment pas seulement dans le bureau. Elle avait vraiment besoin de sortir. Hélène, c'est une relationnelle, c'est une femme qui aime beaucoup les gens, qui aime échanger, qui aime partager. Donc, elle aimait beaucoup aussi visiter ce qui se passait dans le village. Ah, les transporteurs de blocs. Comme j'ai dit tantôt, les blocs sont coulés, c'est bien beau, mais ils ne peuvent pas rester là, donc ils doivent se rendre à chacun des chantiers. On transportait les blocs avec une petite remorque, comme ça, quelques Haïtiens sont engagés pour nous aider. Bloc après bloc, chantier après chantier, et on doit distribuer tout ça, évidemment. Ici, je conduis, en bonne partie, je suis le conducteur du camion, parce que les Haïtiens dans cette région-là, c'est une rareté pour ceux qui sont capables de conduire un véhicule, surtout dans le village. Très peu de gens conduisent des véhicules, fait qu'on ne peut pas facilement leur confier cette tâche-là. Quelques-uns peuvent le faire, mais dans le village, à tout le moins, ce n'est pas quelque chose qui est très facile à trouver, quelqu'un qui a les compétences pour ça. Ah, une maison qui commence à se monter. Donc, vous voyez, cette maison-là n'est pas partiellement détruite, mais au contraire, elle est partiellement montée. Ça va? On fait, évidemment, il y a le salage, vous voyez les colonnes d'armature de fer qui sont coulées, et on construit autour de ça. On monte les blocs environ 8 à 9 pieds de haut, qui remplacent une à une les abris de fortune qu'eux se sont faits. Et de la façon dont on a fonctionné, par rapport au choix, le village peut être grand comme 2 fois l'ascension dans sa longueur, ou 1 fois et demie l'ascension, pour vous donner une idée. Et je choisissais des maisons à reconstruire un peu partout dans le village. Pas seulement faire une zone, puis je ne me suis pas dit, je n'ai pas voulu faire ça comme ça. Je me fais une zone, on refait cette zone-là. Non. On en fait un peu partout dans le village, dans tout le village, pour éviter les jalousies, dans un premier temps, parce qu'il y en a qui n'étaient pas contents, parce que si on avait travaillé seulement dans la même zone, et aussi, étant donné qu'on savait qu'on ne pouvait pas tout refaire les maisons, on s'est dit, chaque maison sera un refuge pour les familles autour qu'on n'aura pas eu le temps de refaire leur maison. S'il y avait eu 7-8 maisons à construire et qu'on en a fait une dans un secteur, cette maison-là pourrait servir de refuge. Pourquoi refuge? Quand il pleut là-bas, il pleut. Il pleut solide. Quand il y a des pluies, là, je peux vous dire que c'est quelque chose. Puis ça peut arriver, ça peut être des fois 5, 6, 7 jours non-stop. Là, c'est même, moi, je n'ai pas personnellement été témoin de ça, ces pluies-là, mais les Haïtiens nous en ont parlé. Donc, je me disais, bien, pendant ces pluies-là, au moins, ils pourront dormir, ils pourront s'inviter dans ces abris-là pour être capables de tous se coucher un à côté de l'autre puis dormir à l'abri de la pluie. On ne pense pas à ça ici. Là, on se dit, ben là, on a chacun nos maisons, chacun nos logis, on a nos abris, et puis, mais vous savez, là-bas, là, c'est fou, là, la métamorphose psychologique qu'il faut subir, qu'il faut s'imposer, comment est-ce qu'on doit penser. Ben voilà, on était comme ça par rapport à ça. Bon, encore une fois, livraison de blocs, et puis là, il y a vraiment un paquet de monde qui nous aime, c'est sûr, on livre des blocs. En passant, ça ne leur coûte rien, les Haïtiens, c'est tout donné, c'est gratuit. La mission
évidemment, est financièrement backé par des donneurs, c'est certain, des donneurs canadiens, et nous, on leur donne les blocs, le ciment et tout. Un conteneur. Quand on dit qu'il y a un conteneur qui part de Québec pour se rendre en Haïti, ça, c'est un conteneur qui est arrivé là-bas. Fait que ça veut dire que ce conteneur-là, tel qu'il est là, qu'on le voit là, il était ici à Québec. Il a été rempli à Québec. Fait qu'encore là, c'est phénoménal, toute l'organisation, la gestion des dons qui sont donnés par plein d'organismes, puis tout remplir ça, et là, quand ça arrive à la mission, bien évidemment, on doit le décharger parce que le camionneur, parce qu'il y a un camion en avant de ça, là, fait que le camionneur attend, là, déchargez votre affaire vite, moi je m'en retourne à Port-au-Prince, qui peut lui prendre environ 6, 7 ou 8 heures de route pour s'en retourner à Port-au-Prince, au port de Port-au-Prince. Une distribution d'aliments, ça, ce sont des Haïtiens qui ont aidé à décharger le conteneur. Fait que là, on leur dit, OK, vous nous avez bien aidés, on vous donne un repas. Fait que là, c'est une distribution de nourriture que la mission fait à eux. Bon, ça, c'est le modèle par excellence d'une cuisine, comptoir en granit avec lave-vaisselle, broyeur intégré dans le fond du lavabo. Écoutez, full équipe. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ce qui reste. Elle a ça, c'est tout étendu, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Puis, vous savez, pas d'abri, il n'y a pas d'être humain qui s'habitue à ça. Il n'y a pas d'être humain qui... Même, on voit dans la parole de Dieu, il y avait des abris, il y avait des tentes. On voit que pendant un bon bout de temps, Israël a travaillé, s'est abrité dans des tentes. Mais l'abri, c'est un besoin primaire à l'être humain. Mais eux aussi ont vraiment besoin d'abri, mais là, il n'y en avait plus. Donc, et voilà, c'est tout là que ça se passe. La famille du médecin, tout à coup, on arrive avec une photo comme celle-là, c'est qu'il y a un médecin haïtien qui est marié à une Québécoise, leurs 4 enfants, la petite fille que la maman tient dans ses mains. C'est une petite Haïtienne qui est arrivée comme ça, à un bon moment donné, à la mission, une maman qui met cet enfant-là au monde et qui dit, vous autres, mission chrétienne, vous êtes gentils, moi, mon enfant, je ne suis pas capable de le garder, c'est vous autres qui allez vous en occuper. Vous savez, une mission, là, c'est étonnant des fois qu'est-ce que les gens pensent, mais de toute façon, cette petite fille-là, elle a été graciée parce que la famille l'a gardée et est en cheminement pour l'adoption aussi. Ah, des gars qui travaillent les toitures. Donc, en dessous, vous voyez, la maison n'a pas été refaite. C'est la maison originale parce que cette maison-là n'a pas été pulvérisée par le vent, mais la toiture a parti. Donc, les gars, je parle des Canadiens, sont... et je pense... est-ce que tu vois Gaétan? Gaétan Côté, qui habite à Alma? C'est lui qui est là. Ça, c'est lui, il travaille beaucoup à faire des toitures. D'ailleurs, il part dans une semaine aussi pour 1 mois pour faire des toitures. OK, visite des lieux. Donc, moi, comme je vous ai dit tantôt, dans le défilement de toutes les tâches, une des tâches, entre autres, c'était de visiter les chantiers. Bon, visiter les lieux, tout détruits. Regarder tout ça, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on leur demande de faire, qu'est-ce qu'on va faire comme grandeur, parce que souvent, la grandeur, on n'était pas toujours capable de faire la même grandeur, mais à tout le moins, on avait une entente, tout le monde était content. Et Hélène aussi est avec peut-être l'épouse du propriétaire, peut-être, là. Encore une fois, des gens qui sont super contents de voir que des maisons se montent, s'érigent une après l'autre. Je visite là une maison aussi qui a été partiellement détruite. Et là, je prends en note ce qu'on va refaire, entente avec le propriétaire et les enfants qui sont vraiment, vraiment fortifiants, encourageants pour nous. Eux autres, à travers tout ça, ils jouent, puis on dirait que, ouais, c'est l'enfance, hein? L'enfance, c'est comme ça. Ici, encore une fois, une maison a été érigée, et celui qui est dans le centre, l'Haïtien qui est dans le centre, c'est un boss maçon et c'est un pasteur. Il m'a demandé à quelques reprises d'aller enseigner à son église et j'ai accepté, il était tellement content. Il est pasteur et il est boss maçon. Pasteur d'une petite église, on va voir tantôt la petite église. Du bois. Pourquoi ça prend du bois? Vous devinerez ça, c'est sûr. Ça prend du bois pour faire les toitures. Donc, on achetait
Il y a beaucoup de bois qui est envoyé par conteneur à partir du Québec, mais quand on a tout épuisé notre bois, on doit en acheter là-bas. Un morceau de bois dans la longueur que vous voyez là coûte 10 à 12 $ US. C'est fou, c'est très cher, très, très cher. Nous, en spécial, les 2x4, là, je peux vous dire que c'est pas mal plus économique, mais là-bas, quand on l'achète là, ben, le bois est très cher en Haïti. Mais on devait en acheter pour faire les toitures. Une famille qui sont debout sur ce qui reste de leur maison, et nous l'avons reconstruit, c'est certain. Ils ont une belle maison, toute couverte, donc ils ont un abri. Une autre maison qui va être reconstruite. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi cette maison-là est comme ça? C'est qu'elle a été détruite à un autre endroit, et le propriétaire nous a dit, « Monsieur Normand, boss Normand, est-ce qu'on peut construire notre maison à un autre endroit? » J'ai dit, « OK, en autant que vous gardez la même grandeur. » Parce qu'on ne va pas se faire jouer de tour avec ça. Et on avait été visiter, moi et mon épouse, le périmètre de la maison. Et là, vous avez deux dames, mon épouse et l'épouse de pasteur Jeff Lorrain, qui préparent des denrées pour donner une distribution d'aliments. Samaritan Purse nous donnait des sacs de riz, des lentilles, etc. Et nous, on devait faire des boîtes de nourriture. On devait calculer en kilogrammes ce que pesait chaque sac pour donner le plus équitablement à chaque famille, et on s'assurait que chaque famille pouvait avoir la nourriture nécessaire pour manger à tous les jours. Surtout les boss maçons. Là, moi, je parle des boss maçons, parce que les boss maçons, si on les mobilise à travailler plusieurs mois, bien, il faut leur donner de quoi, là, parce que sinon, les autres vont dire, bien, donc on leur donnait quand même de la nourriture et un salaire. Oh! La bébelle qui m'a vraiment fait, j'ai dit, celle-là, il faut absolument que j'apporte ça à l'église de Chicoutimi. Regardez le petit gars, là, son jouet, là, c'est une canne d'huile. Il a percé des trous, il a trouvé des bouchons, puis il s'est fait 4 petits trous avec ça. Et c'est sa bébelle. Puis il est content. Tu sais, je ne veux pas qu'on regarde ça et qu'on se dise, pauvre lui. Non, non, non. C'est sa réalité à lui. Donc, il n'est vraiment pas inconfortable avec ce qui se passe. Ah, là, c'est le plus proche. C'est du mobile en plus. Mais moi, je trouvais ça, j'ai dit, wow! C'est tout. Le petit gars est content. Puis nous autres, de toute façon, ce que je trouve des fois, c'est qu'on en a trop. Fait que c'est pas mieux. Bon, ici, on transporte du coffrage. Évidemment, on doit faire des... il y a des formes, et là, ça prend du coffrage, et on doit transporter ça d'une maison à l'autre. Fait que ça, c'est encore là beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à transporter ça. Des poches de ciment qu'on laisse sur les chantiers. Pourquoi? Parce que les blocs de ciment sont faits, mais les blocs de ciment, il doit y avoir une lignée de mortier entre chaque rangée. Hein, évidemment, les blocs ne sont pas mis un sur l'autre, puis c'est tout. Là, c'est quand même dans le mortier, donc on laisse des poches de ciment un peu partout. Livraison de poches de ciment, on ne voit pas clairement. Ah, ici, une rencontre avec les maçons, édification. Les maçons, à l'occasion, même, je dirais même, sur une base périodique, on se rencontrait pour s'édifier dans la parole. J'apportais un mot d'édification, puis les gars étaient vraiment contents, ils écoutaient, ils étaient vraiment une belle oreille attentive à ce niveau-là. Distribution de nourriture ici. Les boss maçons reçoivent leur nourriture. Ils ont des boîtes qu'on a toutes préparées à l'avance avec mon épouse et l'épouse de Jeff Lorrain, pasteur Jeff Lorrain. Et on leur remet ça. Et là, vous avez une photo en arrière de moi, mais devant, où toute la gang est là avec les boîtes de nourriture. Ça, quand on fait... Ah, ici, ça, c'est les salaires. Donc, mon épouse s'occupe de faire les salaires, et le Haïtien qui a un gilet vert, ça, c'est le surintendant. Lui, c'est lui qui fait la connexion entre le groupe de maçons et moi dans les travaux qui étaient faits, comment qu'il voulait... comment sa supervision de travail, sa gestion de travail était organisée. C'est lui qui était ma référence pour ça. Donc, mon épouse Hélène, elle donne la paye à un Haïtien. Encore ici, prière. Donc, la denrée a été distribuée, tout le monde est content. On rend gloire à Dieu. Amen. C'est tellement
c'est tellement spécial de vivre ça. C'est une expérience unique, en tout cas pour ma part, là. Ici, une maison qui est en construction. Il restait seulement la devanture. Donc, la devanture, moi, j'ai dit, on la garde. Puis, il y a des fois, on s'ostinait. Non, on la jette à terre. Non, on la garde. Non, on la jette à terre. Bien, finalement, assez souvent, je finissais par avoir raison, là. Il n'était pas trop placé pour... mais ça pouvait arriver que je change d'idée. Mais là, on l'a gardé. On a dit, la devanture, on garde la devanture. En tout cas, je pense que c'est ça qui a été la... Écoutez bien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça. Ce haïtien-là, on voulait le garder justement pour... Un abri de fortune, encore une fois. La maison est complètement dévastée. On a refait une maison neuve à cette famille-là. Là-dedans, quand on parle d'abri de fortune, ils peuvent être papa, maman, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 enfants là-dedans. Là. Bien, c'est surtout pour dormir, c'est sûr, le jour... Le jour de l'an, parce que le jour de l'an, on était là, donc on a été invités par la famille du médecin, parce qu'eux ont une maison au lieu de la mission. Donc, on a eu un bon temps, un bon souper du jour de l'an 2016-2017. Donc, pour passer l'année 2016-2017. Ici, implantation d'une nouvelle maison. Les restants d'une maison. Je visite ça, je regarde ça, j'établis ce qu'on va garder, ce qu'on ne gardera pas. Ici, on a fait un poste de téléphone, c'est-à-dire, vous allez comprendre plus tard, c'est que là, Hélène est elle travaille après ça, c'est que j'ai fait des prises de courant, j'ai connecté ça sur le système solaire de la mission, parce qu'il n'y a plus d'électricité nulle part à la mission. Tout a été complètement écrasé. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nous avons décidé de faire un poste de charge de téléphone. Et vous allez comprendre un petit peu plus loin c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire. Et voilà. Parce qu'ils ont tous un téléphone cellulaire, ça coûte quasiment rien. Ça leur coûte quelques sous par jour, les téléphones. Fait qu'ils ont tous un téléphone. Bon, ce que vous voulez. C'est comme ici. Ici, on peut facilement organiser les gens à la consommation. Fait que là-bas, c'est la même chose, mais ça ne leur coûte presque rien. Mais il n'y avait plus rien pour charger les téléphones. Fait que la mission, je leur ai dit, OK, on va organiser quelque chose pour vous. OK. Là, ça ici, là, il se passe quelque chose de nouveau. C'est que là, vous voyez du monde qu'on n'a pas vu. Plusieurs blancs qu'on n'a pas vus. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il y a une arrivée, une équipe de missionnaires canadiens qui est arrivée, qui sont venus, qui viennent nous aider, qui transportent des blocs, qui chargent des blocs. Ça, c'est l'équipe de jeunesse début janvier qui se présente à la mission pour travailler. Boy, quel sourire extraordinaire. Wow, tellement content. Dieu est bon. Réunion du village à l'intérieur de l'église. Donc, on a fait une réunion du village et là, c'est la prière, c'est terminé. Ça, c'est une petite église où j'ai prêché. Fait qu'eux autres, la toiture est faite avec des toiles comme ça parce que tout est... Bon, d'ailleurs, l'église n'est pas terminée, puis peut-être que ça va prendre des années avant, mais c'était là que le fameux boss maçon que j'ai dit tantôt, qui était pasteur, c'est sa communauté. Une réunion du village, oui, une mobilisation jeunesse. Amen. Wow, quel bon souvenir, hein? Docteur? Hein? Ça fait des bons souvenirs, hein? Liliane? Je pense à vous aujourd'hui par rapport à tout ça. OK. On a refait une toiture sur une maison qui n'a pas été complètement détruite. OK. On avait des cadeaux à l'occasion. On parle de famine, mais la mère peut donner des fruits. Ça, c'est Hélène, mon épouse, qui tient une crevette. Oui. Partage la parole parmi nos frères haïtiens. Distribution de riz.
Ah, pendant le temps qu'on travaille, je l'ai dit tantôt, il y a des médecins. Là, on est dans une salle de chirurgie. Il y a un travail qui se fait là. Dans le temps que les maisons se reconstruisent, il y a l'équipe médicale qui est en place. Un autre chargement de sable, parce que ça prend du sable tout le temps, parce que du sable, on a toujours besoin pour couler les blocs. Des transporteurs de bois pour faire des toitures qui se refont sur des maisons qui ne sont pas totalement détruites. Une autre maison que j'inspecte, que je regarde, et ici, encore une fois, c'est toujours semblable, une toiture qu'on a refait sur une maison en paille, on l'a gardée, une vieille madame, elle ne voulait pas se débarrasser de sa maison. Elle dit, ça me fait tellement de tristesse, on va faire quelque chose pour vous, madame. Des dames qui transportent sur leur tête des chaudières, et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous autres, moi, je suis incapable d'arriver à faire ça. Incapable. Une famille dont la maison a été reconstruite sont vraiment, vraiment contents. La toiture n'est pas encore faite, mais je crois que présentement, la toiture, elle est faite. Oh! Oh, lui, vous le connaissez bien. Votre dentiste, le dentiste que Dieu vous a donné. Il est d'une consécration extraordinaire, cet homme-là. Moi, je suis même venu déménager dans la région d'Alma pour qu'il soit mon dentiste. C'est pour ça que je suis à Patmos. Il est réellement mon dentiste maintenant. Amen. Merci Seigneur. Une petite chirurgie dans la salle de chirurgie. Nos 3 mouleurs, regardez à droite les pectoraux de cet homme, pas de graisse, des muscles, évidemment, vous comprendrez que c'est normal. En passant, il ne faut pas prendre ces gens-là pour des malheureux. Ils étaient très, très bien rémunérés. Ils étaient très bien payés, les gars. Ils étaient très contents. Ils reconnaissaient bien l'œuvre de la mission. Pour eux, les ferrailleurs, ceux qui font des armatures, il y avait 3 gars qui faisaient ça. Ils ont fait ça pendant plusieurs mois. Ils ne faisaient que ça. Une rangée de blocs qui a été faite, à un moment donné, des blocs en réserve, on n'en avait plus. On devait prendre les blocs qui avaient été coulés la veille pour les distribuer, parce que c'était comme ça. Livraison de blocs. On a coulé des blocs. Il y a eu une grosse pluie. Une bonne partie des blocs ont tout fondu. La pluie, ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Ça pouvait arriver, hein? Ma fille et mon petit-fils qui sont venus nous visiter dans la mission en Haïti. Ça, c'était vraiment une bénédiction pour nous de voir nos enfants et les enfants de nos enfants. Un petit cours de maçonnerie. On transporte des blocs parfois 1,5 à 1 à 2 km à pied parce qu'on n'est pas capable Oh, la compagnie de téléphone va bien en passant. Regardez, là, c'est juste pour faire un petit rappel. Il n'y a vraiment pas de problème. Il y a de la clientèle là, à tous les jours. Et celui qui est là, ça a généré un emploi, finalement. Il y a quelqu'un là qui s'en occupe encore et il gagne sa vie de ça. La mission dans son ensemble. Nous avons fait un travail à une famille, les châteaux d'eau, l'eau courante. L'eau courante, ça, c'est une autre histoire. Des gars, des transporteurs, la gang de maçons. Faites attention. Moulin à bois. On fait de la planche. Regardez la planche par terre qu'on fait une à une. Une planche comme ça peut prendre une demi-journée faire ça. Là. Et à une journée. C'est terminé. Donc, yes, gloire à Dieu.
Amen. Un texte qui m'a fortifié en cours de route, parce que je ne vous cacherai pas qu'à un moment donné, j'ai eu une faiblesse, j'ai manqué de force, j'étais vraiment épuisé. Et un texte qui nous dit, « Celui qui accorde une faveur aux pauvres, ça m'a vraiment fait du bien, prête à l'Éternel. » J'ai dit, moi, prêter à l'Éternel, parce que le texte dit, qui lui rendra son bienfait. En voulant dire, l'Éternel va rendre à celui qui prête le bienfait qu'il a accordé une faveur aux pauvres. J'ai fini tout mon temps. Ça m'a permis de finir mon temps, parce qu'à un moment donné, là, j'étais réellement très en besoin de force, en besoin de soutien. Mais ce que je dis par rapport à ça, c'est mon allant à moi. Mais chacun de vous, Dieu vous fait marcher dans votre allant à vous. Quand je dis allant, là, c'est aller par toutes les nations. Donc, quel est votre allant à vous? Ça, c'est le mien. C'est facile. Dieu nous a donné à moi et à mon épouse ce qu'on avait besoin. Mais il y a des choses que vous faites. Forget it. Je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Ça serait impossible pour moi. Parce que Dieu vous donne à vous, dans votre allant, dans votre environnement, dans votre quotidien, dans votre maison. Et même si quelqu'un ici ne pourrait ni marcher, ni bouger un doigt, il pourrait faire au-delà de ce que vous venez de voir là. Il pourrait faire, dans la mesure où il comprend son allant, ce que Dieu lui a en réserve pour lui dans ses œuvres, prier, faire des témoignages, être transporté par d'autres pour faire des témoignages en quelque part. C'est tout. C'est pas de regarder ça et de voir un héros et une héroïne, mais c'est de regarder ça et dire, Seigneur, tu es le héros. Allez aider ces gens-là. Oui, Haïti est une nation pauvre, désorganisée, faible, Dieu place, mais à cœur des gens de les visiter. C'est vraiment pas un problème. Mais c'est tout simplement de reconnaître que mon allant à moi, Dieu, éclaire-moi, donne-moi les forces et jour après jour, tu seras glorifié. Amen. Merci beaucoup.